Bonjour à tous, vous écoutez l'Europe en 43 minutes, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val-de-Loire, Europe Direct. Il y a quelques semaines, la Commission européenne fêtait les 100 jours du début de son mandat. L'occasion de revenir sur cette institution européenne et son actualité avec Pierre-Yves Monjal, professeur de droit public à l'Université de Tours et président de la Maison de l'Europe. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Astrid, ravi de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Pierre-Yves, en 2024, les citoyens européens ont élu un nouveau Parlement, en juin 2024. En décembre, une nouvelle Commission européenne est entrée en fonction. Les deux mandats sont-ils liés ? Alors ça, c'est une question importante que vous posez, dans la mesure où très souvent, on opère une sorte de déconnexion, de distinction entre, d'un côté, en effet, l'élection des députés européens au Parlement européen, d'une part, de juin 2024, et puis l'installation qui semble tardive de la Commission, puisqu'elle est rentrée en fonction le 1er décembre. Alors donc on pourrait penser que le mandat de la Commission et de celui du Parlement, alors qui se chevauchent tout de même, serait un petit peu déconnecté. En fait, pas du tout. Ça, c'est un point qui est important à retenir. C'est inscrit dans le traité. En réalité, la Commission dépend des résultats des élections au Parlement européen. On pourrait presque dire que la Commission procède du Parlement européen. En ce que, en fonction de la coloration politique du Parlement européen, alors qui est plutôt désormais à droite, voire très à droite, puisque nous avons trois partis souverainistes, disons-le ainsi, qui perturbent d'ailleurs le jeu majoritaire au sein du Parlement européen. Eh bien, en fonction de ces résultats, nos chefs d'État ou de gouvernement, le Conseil européen, doivent désigner une candidate présidente de la Commission. C'est Ursula von der Leyen pour ce second mandat, qui est allemande, on le sait, et qui est élue par le Parlement européen, ce qui nous indique également des éléments de réflexion sur sa légitimité, d'une part, et d'autre part, le reste de la Commission, si je puis dire, les autres commissaires, sont auditionnés devant le Parlement européen. Le positionnement politique et idéologique, à la fois de la présidente du reste et des autres commissaires, c'est une obligation juridique, doit refléter, on va le dire ainsi, la couleur politique générale du Parlement européen. Donc les citoyens européens ont élu des députés, enfin un Parlement européen qui est droite, voire très à droite. La Commission européenne n'est que le reflet de ce choix des citoyens. Voilà. C'est important de le rappeler quand même que la Commission européenne n'est pas complètement déconnectée non plus du choix des citoyens au moment donc des élections du Parlement. Exactement. Et peut-être ce qui manque lors des campagnes régulières, tous les 5 ans des élections européennes, c'est ce rappel. C'est-à-dire qu'il y a une conséquence institutionnelle directe lorsqu'on va choisir, élire nos députés européens. La conséquence institutionnelle directe, c'est la Commission, on va y revenir sans doute, mais qui est quand même le moteur institutionnel de l'Union européenne. Alors justement, cette Commission européenne, quelle est sa fonction et à quoi sert-elle en fait au niveau de l'Union européenne ? Je pense que c'est aussi important de le rappeler. Oui, vous avez raison. D'autant plus, mais on y reviendra sans doute, que Ursula von der Leyen, donc second mandat, je crois, a donné, et donne encore, enfin presque, un visage à l'Union européenne. Alors, peut-être que c'est excessif de dire que l'Union européenne est incarnée ou dirigée par la présidente de la Commission européenne. C'est quand même le cas. Et d'ailleurs, je le dis au passage, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, je vais rappeler les fonctions dans un instant, est également une femme politique extrêmement dynamique, qui a une ambition politique et qui s'est appropriée cette fonction politique. Donc c'est vrai qu'elle incarne l'Union européenne, mais on verra dans un instant que ce n'est pas la Commission quand même qui décide de tout. Alors les fonctions classiques de la Commission, on peut les présenter ainsi. C'est excessif de le dire ainsi, mais au fond, c'est quand même l'exécutif de l'Union européenne. Dire que c'est le gouvernement de l'Union européenne, c'est sans doute un excès de langage, mais on n'est pas très loin quand même de la réalité. Alors, sur le plan de ses attributions à la Commission ou de ses fonctions, on peut en distinguer plusieurs.
D'abord, la Commission européenne, pour aller à l'essentiel, c'est elle qui est à l'initiative de nos fameuses lois européennes. C'est-à-dire les règlements, les directives, eh bien c'est elle qui les rédige, c'est elle qui les prépare, donc qui les propose, mais ce n'est pas elle qui va les adopter. Il y a souvent une confusion avec cela. C'est le Parlement européen, donc nos députés, ce sont nos ministres, les ministres des gouvernements des États membres, en Conseil, des ministres à Bruxelles, qui vraiment les deux, Parlement et Conseil, forment le législateur et décident de nos lois européennes sur les propositions de la Commission, comme un gouvernement. Deuxième fonction, la Commission a une fonction budgétaire. On vote chaque année à peu près 180-190 milliards d'euros pour le budget de l'Union européenne. C'est elle qui va engager, enclencher, dépenser, si on peut dire, exécuter le budget de l'Union européenne. Elle a des services administratifs qui le font tout simplement pour mettre en œuvre les grandes politiques européennes. Troisième fonction, la Commission européenne est un acteur très important sur la scène internationale. On le voit bien avec la question des droits de douane avec Donald Trump, ne serait-ce que pour protéger nos barrières tarifaires et riposter contre l'augmentation des droits de douane. C'est un petit peu son cœur de métier. Elle a d'ailleurs la compétence exclusive du commerce intérieur. Excellent rappel, il faut le dire, qui est exclusivement compétent pour se charger du commerce extérieur, c'est l'Union européenne. Et quelle est l'institution qui organise ce commerce extérieur? C'est la Commission européenne. Au nom des 27. Au nom des 27. Par contre, le traité est ainsi rédigé. Un pays, par exemple, tel que la France, peut aussi négocier elle-même des traités en dehors de l'Union, lorsque ça n'existe pas. Lorsque ça n'existe pas, lorsque certains types d'accords de commerce ne sont pas couverts par la politique commerciale commune, alors il y a toute une procédure tout de même, mais des accords bilatéraux sur des commerces très particuliers peuvent effectivement être conclus par les États membres. C'est aussi important de le rappeler. Il faut aussi le rappeler au passage. Elle ne contrôle pas tout, bien entendu. Bon. La Commission est également négociatrice des grands accords internationaux, l'accord avec le Canada, le Mercosur, qui fait couler beaucoup d'encre, un petit peu plus avant, antérieurement, le Japon, que sais-je encore. Bon, c'est la Commission qui négocie, mais qui n'adopte pas les traités. Et puis enfin, quatrième fonction, ça on lui reproche, on dit qu'elle est la gendarme de l'Europe. Oui, effectivement, c'est elle qui va vérifier et s'assurer que les entreprises appliquent correctement le droit européen de la concurrence, que les États, la France par exemple, appliquent convenablement le droit de l'Union européenne, et elle peut saisir la Cour de justice. Donc 4 fonctions quand même essentielles. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. Nous nous intéressons aujourd'hui à la nouvelle Commission européenne avec Pierre-Yves Monjal. Alors, nous avons rappelé un petit peu rapidement donc, les fonctions de cette Commission européenne. Comment est-elle structurée, cette Commission européenne? Finalement, on la connaît assez mal. On connaît bien la présidente, les commissaires, mais comment elle fonctionne? Comment elle est structurée en interne, cette commission? Oui, là aussi, c'est important d'avoir je pense, des éléments de connaissance, parce que on dit la commission. Oui, mais c'est qui? Alors, sans doute Ursula von der Leyen, qu'on a identifiée. Mais elle ne fait pas tout, cette dame. Non. Je crois que ce n'est pas possible. Elle ne fait pas tout. Elle est sans doute au 13e étage du bâtiment Berlaymont, le fameux siège de la Commission européenne. Donc elle chapeaute tous les services, je vais y revenir. Mais elle ne fait pas tout, évidemment. Elle travaille avec 26 autres commissaires, puisque, je le rappelle, il y a un commissaire par État au total. Bien. C'est important d'identifier, alors, à la fois les personnes, évidemment, la présidente en tête, mais il y a 26 commissaires, j'y reviens dans un instant, mais également la structure administrative de la commission. Et on constate assez aisément, je prenais l'image, en commençant, qui consistait à dire que la commission est au fond le gouvernement de l'Union européenne, vous allez voir que cette image, alors juridiquement on pourrait discuter à perte de vue, bien entendu, ou politiquement, mais on peut la retenir. Pourquoi? Parce que nous avons la présidente, bien entendu, qui ensuite va être associé avec ce qu'on appelle des vice-présidents exécutifs.
le titre le dit très clairement, donc ont des postes éminents, bien entendu. Notamment, parmi ces vice-présidents, nous avons Stéphane Séjourné, qui est le commissaire français, alors qui a un titre très éminent, mais son domaine de compétence est assez singulier puisqu'il est chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle, dont je rappelle au passage qu'il ne s'agit pas d'une compétence de l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle une compétence d'appui. C'est-à-dire que les problématiques de prospérité, qui veut tout dire et rien dire du reste, mais de stratégie industrielle, c'est indiqué dans le traité, je crois que c'est l'article 5 de mémoire, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relève du niveau national, donc chaque État développe sa propre stratégie industrielle, alors qui est coordonnée par l'Union européenne, avec des actions politiques très générales, éventuellement du financement, mais on n'est pas du tout dans un registre d'une compétence pure, pleine et entière de l'Union européenne. Ce n'est pas la Commission qui décide de la stratégie, ce n'est pas le Parlement européen et le Conseil qui adoptent des directives ou des règlements d'harmonisation, ça relève d'une compétence étatique. Alors, titre prestigieux pour M. Séjourné, compétence essentiellement étatique. C'était pas le cas lors de la dernière commission avec M. Breton, qui lui avait le commerce intérieur. Le commerce intérieur, le numérique, voilà. Alors qui n'était que, entre guillemets, simple commissaire, mais qui avait un portefeuille extrêmement important et exclusif. Parmi les autres vice-présidents, nous avons également Kaja Kallas, qui est estonienne et qui est ce qu'on appelle la haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Grosso modo, c'est un petit peu notre ministre des Affaires étrangères et de la Défense, et croyez-moi, il y a du travail, mais qui, je le dis quand même au passage, est quand même très sérieusement éclipsé par Madame Ursula von der Leyen. Il faut bien comprendre la hiérarchie au sein de cette commission. Donc, une présidente, nous avons, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 6 vice-présidents, et ensuite nous avons des commissaires, classique, au sens ordinaire du terme. Par exemple, le commissaire au commerce et à la sécurité économique, par exemple, le commissaire à l'économie et à la productivité, par exemple, le commissaire à la santé et au bien-être. Ce qui correspond, je ne vais pas égrener évidemment toutes les autres fonctions, ce serait trop long, mais on retrouve ça sur le site de la Commission européenne. Mais ce sont des postes ministériels, ni plus ni moins, qui correspondent, et ils sont chargés de cela, aux compétences attribuées à l'Union européenne, et chaque commissaire, en collège, à 27, mais chaque commissaire fait des initiatives et des propositions validées en collège et enclenche ainsi les politiques européennes. Et ensuite, donc, il y a des directions générales qui sont... Alors, peut-être, certains commissaires donc, ont, entre guillemets, des directions générales sous leur oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ils peuvent en avoir plusieurs parfois, puisqu'ils ont parfois numérique, bien-être, ou santé, etc. Oui, il y a des recoupements. Et donc, mais ces directions générales sont dirigées aussi par des directeurs, par des fonctionnaires, finalement. Oui, ça fonctionne exactement comme cela. C'est-à-dire que les commissaires, c'est comme nos ministres, ce sont les personnages, les hommes et les femmes politiques clés. Bon, comme nous avons un ministre de l'Agriculture, un ministre de l'Enseignement supérieur, tout ce que vous voulez. Bon. Mais chacun de ces hommes, ces femmes politiques, donc nos commissaires, dans sa globalité, est à la tête d'une administration. Mais comme notre ministre est à la tête de son ministère. Alors, sauf que ça ne s'appelle pas un ministère à la Commission européenne, ça s'appelle une direction générale. Bien. Et la direction générale, donc, a au sommet, évidemment, le commissaire, à l'échelon inférieur, le directeur général, et à l'échelon encore inférieur, les sous-directeurs et sous-directions générales, ensuite des unités et ensuite des bureaux. Alors, je me suis amusé, si on peut dire, à regarder le nombre de directions générales. Lorsqu'on fait procès à la Commission, que c'est quand même une administration très puissante, elle l'est évidemment, deuxième administration au monde après Washington, je le rappelle souvent, mais il faut quand même le rappeler, et que c'est une très grosse bureaucratie, une très grosse machine technico ou technocratique, oui, elle l'est de manière certaine. Alors, j'étais resté, à une époque c'était le cas d'ailleurs, avec plus d'une trentaine de directions générales, il y en avait 34, 35 pendant très longtemps. Là, la nouvelle reconfiguration de la Commission, il y a 47
directions générales. 47 directions belle générales. Augmentation. Budget, action climatique, communication, défense, éducation, énergie. Bon, je ne vais pas toutes les passer, environnement, tout ce que vous voulez. On trouve ça sur le site de la Commission, bien entendu. Alors, évidemment qu'un commissaire peut être à la tête de plusieurs directions générales, comme nous avons des ministres qui ont plusieurs portefeuilles ministériels. De ses tout débuts à son extrême fin, la vie ne cesse d'être interrogée. Chaque semaine, Où va la vie décrypte, en écho à l'actualité, toutes les questions éthiques que posent les avancées de la science et de la loi. Où va la vie, en partenariat avec les facultés Loyola Paris, présenté par Frédéric Mounier et Sophie de Villeneuve, c'est ce dimanche à 19h30. Au pied de la lettre vous invite à des rencontres qui éclairent le monde d'aujourd'hui. Des auteurs qui font l'actualité littéraire, présentent leurs livres et nous font découvrir leurs univers ainsi que leurs personnalités. Au pied de la lettre, le grand magazine littéraire présenté par Christophe Héningue, c'est chaque dimanche à 23h. RCF, l'Europe en 43 minutes. La nouvelle Commission européenne est notre sujet aujourd'hui à l'occasion des 100 premiers jours du début de son mandat qui a eu lieu il y a quelques semaines avec Pierre-Yves Monjal. Alors, on termine un petit peu sur cette administration qui est quand même une grosse administration au niveau de l'Union européenne, mais finalement, est-ce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires en poste plein, et permanent? Oui, en poste plein et permanent. Bon, ça c'est aussi un sujet de discussion intéressant et parfois de vif critique. On reproche à la Commission d'être trop technocratique, où il n'y a que des fonctionnaires. Oui, il y a énormément de fonctionnaires. Mais il faut quand même rappeler un certain nombre de chiffres. Alors, je crois qu'au total, sur l'ensemble des institutions de l'Union européenne et des agences, on doit être aux alentours de plus de 40 000 agents. S'agissant de la seule commission, on est sur 32 000 agents. Alors, dedans, il y a des fonctionnaires et des contractuels. Je ne rentre pas sur les positions statutaires ou contractuelles. Bien. Alors, 32 000 agents, oui, ça fait beaucoup, mais un chiffre ne dit pas grand-chose en lui-même, ou on peut lui faire dire au contraire énormément de choses. Alors, simplement, il faut peut-être avoir des éléments de comparaison, alors qui ne sont pas toujours d'une grande pertinence, mais quand même qui permettent de mettre en perspective. Donc, Commission européenne, institution très puissante, on l'a vu à l'instant, très structurée, qui enclenche les grandes politiques de l'Union européenne, mais pour combien de pays ? 27. Pour combien de citoyens ? À peu près 450 millions de citoyens européens. Bien. Donc on se dit 32 000 personnes pour 27 pays, 450 millions de citoyens. Il faut bien retenir ces éléments. Si on prend, par exemple, je le fais de manière un peu provocatrice, la ville de Paris. La ville de Paris, c'est 2 millions intramuros, 2 300 000 habitants. La ville de Paris a 50 000 agents pour fonctionner au service de 2,2 millions de Parisiens intramuros. Alors, là où il y a une limite de comparaison, si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas comparer une capitale, et pas des moindres, avec l'administration de Bruxelles, bien sûr. Les compétences d'une ville ne sont pas les mêmes que les compétences de l'Union européenne, parce qu'il y a énormément de services techniques, bien entendu, de services administratifs. Bon, comparaison n'est pas raison, mais tout de même, je crois que ça peut donner une indication. Et puis, également, mais ça on l'oublie parfois, on dit oh là là, l'Europe coûte cher. Oui, chaque année, je crois que les citoyens européens, faudrait faire le ratio. Bon, ça ne peut pas être grand-chose, genre 1 euro mais je crois par que c'est ça. Je crois que c'est ça. Quelque chose, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Mais on peut toujours contester le fait que une partie de notre TVA permet d'alimenter le budget de l'Union européenne. Et puis vos impôts, c'est la dotation de la France, à peu près 1 milliard. Ah oui, c'est nos impôts qui alimentent le budget de l'Union européenne. Très bien. Ok. Mais alors, quand même, le budget de l'Union européenne, il faut le rappeler, c'est moins de 1% de la richesse totale produite chaque année par les États membres. C'est-à-dire que les 27 pays dégagent 100 de richesse, eh bien on prend moins de 100 euros, si vous voulez, on prend moins de 1 euro
pour alimenter le budget de l'Union européenne. C'est tout. Là, il y a le grand plan de relance de l'armement au plan européen, avec l'idée de mobiliser 800 milliards d'euros sur 5 ans, 150 milliards d'euros d'argent en commun et ensuite les efforts de chaque État. Je rappelle que 800 milliards d'euros, c'est à peu près le budget annuel de l'armée américaine. Simplement la ligne défense. Bon, on est dans des ordres de grandeur, si vous voulez, qui sont quand même assez sidérants. Oui, l'Europe coûte cher, mais donne-t-on vraiment les moyens à l'Europe, les moyens financiers d'exister pour ce qu'elle devrait exister? J'en suis pas certain. Donc, 32 000 fonctionnaires, en réalité, c'est trop peu. Et on le sait, parce qu'il y a certaines grandes directions générales où il n'y a pas assez d'agents, et on le constate notamment, alors moi je m'intéresse plutôt à ça, lorsque la Commission doit défendre des textes juridiques qu'elle a élaborés devant le tribunal de l'Union ou la Cour de justice, eh bien les agents, les juristes de la Commission ont une telle charge de travail qu'ils défendent assez mal finalement leurs textes, et puis perdent leurs actions devant la Cour de justice. Mais ça on le constate depuis un petit moment déjà, si vous voulez. Mais c'est une difficulté structurelle liée au nombre probablement insuffisant, ce sont les États qui ne veulent pas donner plus d'argent, au nombre probablement insuffisant de fonctionnaires ou d'agents à la Commission. Donc ce sera un autre débat. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Alors, cette Commission européenne, elle a un programme aussi qu'elle va suivre. Oui. Il se décline à peu près en 8 points. Oui, c'est ça. Prospérité, compétitivité durable, défense, sécurité européenne, renforcement du modèle social européen, qualité de vie, environnement, climat, protection de la démocratie et des valeurs européennes, Europe dans le monde, préparation future de l'Europe et les objectifs transversaux. Alors, on va peut-être pas tous les détailler précisément, mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelques informations sur ce programme, peut-être certains points les plus importants d'actualité? Alors, c'est important de rappeler que la Commission européenne a un programme, parce que mais c'est au fond la même chose. Lorsque nous avons un nouveau Premier ministre qui arrive avec ses ministres, donc un nouveau gouvernement, même si en ce moment en France la situation est complexe, chaque nouveau Premier ministre et chaque gouvernement a son programme. Bon, la Commission européenne, c'est exactement le même sujet. C'est-à-dire que la présidente de la Commission, pour pouvoir être élue, ainsi que les autres commissaires, alors qui ne sont pas élus, mais le processus est assez comparable, ils sont auditionnés, et il y a ensuite une décision qui est prise par les commissions parlementaires. Bon, passons. En réalité, à la fois les commissaires et plus globalement la présidente de la Commission, en fait, elle est installée sur le fondement, sur la base, d'un programme législatif, ou d'un programme politique, pour 5 ans, puisque le mandat de la Commission, c'est 5 ans, qui est présenté devant le Parlement européen. D'ailleurs, la Commission européenne est responsable politiquement devant le Parlement peut très bien renverser la Commission. Ça ne s'est jamais produit à proprement parler. Bon, j'en ferme la parenthèse, sachant que la Commission ne peut pas dissoudre le Parlement européen. Ça n'existe pas. Et le programme de la Commission européenne, il ne faut pas se tromper. Sans doute que la présidente y apporte sa touche personnelle, mais jamais sans être totalement déconnectée, vous l'imaginez bien, des 27 chefs d'État ou de gouvernement. Il faut bien comprendre que les États et la présidente de la Commission travaillent ensemble pour définir le fameux programme. On ne peut absolument pas imaginer le contraire, même si, encore une fois, Ursula von der Leyen a une personnalité très forte et qu'elle a pu donner des grandes indications sur ce programme. Alors vous avez rappelé en effet les grandes têtes de chapitre de ce programme, qui n'est pas mince. Alors, il y a à la fois, mais on peut y revenir un ou deux exemples si vous voulez, il y a à la fois l'engagement politique de la Commission qui dit au fond, à la fois aux États et au Parlement européen, je vais entreprendre un certain nombre d'actions qui se déclinent sous 8 grandes actions, grands axes. Ça, ce sont des indications, des orientations politiques générales. Et ensuite, sur chacune de ces thématiques qui d'ailleurs se subdivisent, la Commission va adopter des propositions de règlement ou des propositions de directives ou engager des accords internationaux. Juridiquement, c'est évidemment prévu dans le traité, pour déployer à la fois les compétences de l'UE, mais avec cette coloration programmatique, qui est donc le fameux programme de la Commission. Ainsi, mais vous l'avez dit en précisant les axes, sur le terrain de la prospérité et de la compétitivité durable, alors évidemment on pourrait toujours discuter sur les formulations,
il y a un côté très à la mode, mais effectivement, c'est pas rien non plus. Eh bien, l'idée, c'est de lancer une nouvelle stratégie pour le marché unique, d'accélération, de renforcement des échanges au sein de l'Union européenne et en particulier en direction du numérique. Il faut simplifier, alors ça c'est un vrai sujet, les réglementations, notamment dans le domaine de la durabilité et des investissements des PME, mettre en place également un plan d'action des prix de l'énergie qui soit abordable pour tous, et on pourrait, on en parlera peut-être, décliner et sous-décliner les grands axes de sa politique. Donc la Commission, c'est d'abord, et je crois surtout, une véritable instance, une institution politique majeure. Nous nous retrouvons tout de suite après la pause musicale All You Need Is Love des Beatles. RCF, à Chinon, 103.8. À Vendôme, 101.9. RCF, l'Europe en 43 minutes. La nouvelle Commission européenne est notre sujet aujourd'hui avec Pierre-Yves Monjal. Donc Pierre-Yves, vous nous rappelez quelques points du programme de la commission, de la nouvelle commission Ursula von der Leyen, qui a pris son mandat au 1er décembre 2024. Allez-y, je vous écoute. Donc des gros programmes quand même, un programme complet avec vu l'actualité, des sujets, je pense, qu'on ne peut pas éclipser. La défense, je pense, c'est un gros sujet. Bien sûr. Oui. Le programme législatif, comme on dit, le programme politique de la Commission, il est vaste. Il est ambitieux. Et on peut poursuivre effectivement sur les 8 points. Enfin, il y a 7 grands points, et puis après des actions transversales. Bon, on pourrait éventuellement y revenir. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a évidemment une ambition initiale qui est portée par la Commission, par la présidente, donc adossée à ce programme politique, mais après on est confronté, pas de l'expression, mais on est confronté au réel. J'en dirais quelques mots. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un décalage important entre l'intention de départ, donc le programme politique, et puis la réalisation concrète. Bon. Disons qu'un programme politique, c'est une promesse de faire quelque chose. Faisons du mieux. Alors oui, parmi les grandes têtes de chapitre que vous avez rappelées il y a quelques instants, on peut en citer encore 2 ou 3 qui me semblent importantes. Par exemple, parmi les actions, il y a le renforcement du modèle social européen. Alors là aussi, modèle social européen, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est le modèle social français? Bon, parce que tous les États ne fonctionnent pas comme la France en matière de protection sociale, par exemple, si vous voulez. Et puis le renforcement, est-ce que ça veut dire que ce modèle social européen, c'est-à-dire la manière dont les citoyens, tout simplement, sont protégés. Alors, on va reprendre notre modèle français, par la sécurité sociale, la retraite, etc., mais qui est quand même le modèle qui caractérise globalement les 27 pays de l'UE. Ce n'est pas le modèle américain, si vous voulez, ce n'est pas le modèle anglais, il faut être clair là-dessus. Bon, est-ce qu'il est en péril au point qu'on envisage au niveau européen de le renforcer? Alors, ce qui est proposé par la Commission, c'est un grand plan d'action pour le socle européen des droits sociaux. On va le voir, on est quand même un peu dans l'affichage, mais effectivement, dans le droit de l'Union européenne, d'abord, il y a de nombreux articles consacrés à la politique sociale européenne. D'une part, il y a la charte des droits sociaux également, qui constitue des textes qui se combinent d'ailleurs avec la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui sont des éléments de garantie juridique permettant aux individus de bénéficier d'un minimum de protection sociale. C'est aussi simple que cela. Alors, il y a le niveau national et puis il y a le niveau européen. Et puis également, il est engagé une réflexion, ce qu'on appelle une initiative pour des logements abordables. Bien. Alors, là, il y a quand même un biais, il faut être conscient de cela, c'est que la protection sociale, donc pour nous la sécurité sociale, d'ailleurs comme le traitement du chômage, ne sont pas des compétences de pur exercice de l'Union européenne. Ça reste encore... C'est sur les États. Voilà, ça reste encore des compétences purement
interne. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on pourrait être déçu peut-être que l'Union européenne n'impose pas, tiens, rêvons un peu, un SMIC européen de haut niveau. On pourrait être déçu qu'il n'y ait pas un modèle européen de sécurité sociale. C'est tout à fait envisageable. Sur un plan juridique, s'il y avait les bases juridiques dans le traité, bien entendu, puis s'il y avait l'intention politique. Et non, sauf que justement, les traités ne permettent pas cela. Les États entre eux sont en profond désaccord sur l'idée d'un SMIC européen qui serait haut, qui serait bas, quelle moyenne retenir, parce que le niveau de vie, admettons, en Hongrie n'est pas du tout le même niveau de vie qu'en France, par exemple. Alors, quel salaire moyen trouver? Oui, il y a bien tout de suite des complications. Bon. Donc, ça relève quand même du niveau national. Alors, cela dit, au plan européen, vous avez, alors c'est un grand classique, mais c'est ancien d'ailleurs, des dispositifs qui permettent tout de même, je prends cet exemple, pour les travailleurs français qui ont des carrières professionnelles qui, à différents moments, font qu'un Français va travailler en Allemagne pendant 5 ans, va aller en Italie pendant 10 ans, et puis décide de prendre sa retraite en Espagne, etc. Comment on va calculer ses points retraite? Est-ce qu'il va pouvoir bénéficier de sa retraite pleine et entière, sachant qu'il n'a pas toujours exercé en France? La réponse est oui. C'est de la réglementation européenne, assez complexe du reste. Les protections contre le licenciement, l'information des travailleurs, ce sont des règles européennes. La sécurité sociale, bah oui, vous allez vous faire soigner, je sais pas, en Belgique, pour des motifs qui sont les vôtres. Est-ce que vous serez remboursé par votre sécurité sociale? Bah évidemment que oui. Ce sont des réglementations européennes. Donc il y a des éléments facilitateurs au niveau européen, mais ne comptent pas trop sur l'Europe pour faire du social, parce que les États, dans le traité, ont surtout fait de l'économique et n'ont pas donné beaucoup de pouvoir à l'Europe, à l'Union européenne dans ce domaine-là. Autre grande priorité, c'est la qualité de vie, l'environnement et le climat. Alors l'idée, c'est de poursuivre les objectifs du pacte vert. Ça, c'était le mandat d'Ursula von der Leyen, premier mandat, commission, avec un ensemble de règlements et de directives, je dirais de haute intensité et de contraintes, du reste, hein, quand même, au nom de la protection du climat et au nom du développement durable, ce qu'on appelle le Green Deal, avec des financements, des règles particulièrement contraignantes pour limiter les gaz à effet de serre, et avec tout le processus de basculement dans l'électrification, notamment des voitures, hein, c'est ça le sujet, hein, et avec cette idée qu'en 2050, on est réduit de 50% nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, très ambitieux, ce pacte, extrêmement complexe sur le plan juridique. Les industriels commencent à avoir un petit peu de difficultés avec ça, les agriculteurs aussi. Et puis, ce pacte vert semble quand même remis en cause actuellement, à la fois, alors pas tant par la Commission européenne, mais qui reste malgré tout à l'écoute, mais par les députés européens. Les députés européens, il y a une fragmentation au sein du Parlement européen, et certains députés de la droite, on va dire classique si vous voulez, PPE par exemple. Et puis, on l'indiquait en commençant, les groupes politiques souverainistes sont en train de vouloir miner littéralement, ou détricoter, ou relativiser, ralentir, appelez ça comme vous voulez, l'application du Green Deal. Ça, c'est au niveau européen. Mais nous avons également des gouvernements nationaux et des parlements nationaux, mais qui sont le résultat des choix des élections, et donc des citoyens, qui reviennent sur les contraintes du pacte vert. Et c'est le cas en France actuellement, là aujourd'hui même d'ailleurs, il y a quelques jours plus précisément, on avait une discussion sur la remise en cause des fameuses ZFE, ces zones de faible émission. Voilà, merci, ces zones de faible émission, comme à Tours par exemple, en raison des contraintes d'une part, et puis de l'impact que cela peut avoir sur des personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter un véhicule non polluant. Ce sont quand même des sujets importants. Et puis enfin, parmi d'autres, il y a la question de la défense et de la sécurité européenne, qui n'est pas un moindre sujet, à la fois sur le plan financier, stratégie de réarmement des 27 pays membres, la présentation qui est prévue d'un livre blanc sur l'avenir de la défense européenne, et nous sommes quand même dans une actualité assez terrifiante, inquiétante,
pour le moins. Au regard du conflit ukrainien, d'abord, difficulté à 27 de savoir comment on se positionne vis-à-vis de l'Ukraine, et puis, l'avenir de l'Ukraine et de la Russie se fait entre qui et qui, on a quand même suivi l'actualité, entre les États-Unis et la Russie, en direct. L'Union européenne a été effacée. Ni la haute représentante qu'on évoquait tout à l'heure pour la politique de sécurité, ni la présidente de la Commission européenne, qui n'a pas sa place d'ailleurs à la discussion, mais surtout, encore moins nos chefs d'État ou de gouvernement, n'ont été invités à la table des négociations. Il y a quand même quelque chose de très inquiétant, sans doute, de politiquement qui n'est pas surprenant, ni même d'ailleurs sur le plan juridique, parce que l'Union européenne, justement, n'est pas armée, au sens propre comme au sens figuré, n'est pas outillée pour pouvoir développer une stratégie de défense qui soit véritablement convaincante. Donc là, nous avons des sujets de discussion d'une très grande actualité dans un contexte de grande instabilité. Et alors, j'ajoute simplement un dernier point. Alors, c'est assez intéressant à analyser, puisque Ursula von der Leyen, en ce moment même, je dirais, va retrouver son véritable cœur de métier. Alors, à la fois en tant que présidente de la Commission, je vais vous dire pourquoi tout de suite, mais à la fois aussi au regard de ses anciennes fonctions ministérielles. Je rappelle que c'est une Allemande qui a été ministre de la Défense en Allemagne. Bon. Alors, j'évacue la question de sa carrière politique en Allemagne, qui a été assez tumultueuse par ailleurs, mais c'est pas le sujet. Les droits de douane que nous imposent les États-Unis, ça relève, on l'a dit, de la pure compétence de la Commission, et donc de la présidente de la Commission. Là, la présidente de la Commission et les commissions retrouvent une de ses fonctions essentielles, protéger notre marché intérieur, et appliquer le tarif douanier commun. Bien. Mission classique. Et d'autre part, et simultanément, dans le cadre du conflit ukrainien, la présidente de la Commission, pourtant elle n'est pas élue pour ça, si vous voulez, elle n'est pas nommée pour ça, redevient en quelque sorte, ou retourne sur ses terres ministérielles antérieures, puisque en tant que ministre de la Défense en Allemagne, dans une certaine mesure, elle est en capacité, en termes d'impulsion politique, en termes de défense des intérêts de l'Union européenne au titre de la politique étrangère et de sécurité commune, qui est quand même une compétence des États, il ne faut pas l'oublier. Mais néanmoins, elle peut se repositionner politiquement, et donc peut-être que son expérience de ministre de la Défense en Allemagne pourra lui être utile dans le contexte qui est celui-ci. Mais ne nous trompons pas, qui détient le pouvoir en matière de politique étrangère et de défense, ce sont les États. La Commission est très éloignée du processus décisionnel. Alors d'ailleurs, on a vu ces 100 jours qui étaient à peu près à la mi-mars, ils ont été très marqués quand même par ces questions de défense, de sécurité. C'était vraiment finalement assez flagrant quand même, ces questions étaient fondamentales. Et comme vous l'avez très bien rappelé, on est aussi dans pratiquement une guerre commerciale maintenant qui s'ouvre avec les États-Unis. Donc comment est-ce que la Commission européenne et l'Europe et les États membres de l'Union européenne peuvent peut-être se positionner par rapport à ça? Qu'est-ce qui pourrait émerger à l'avenir? On n'est pas on n'est pas forcément on ne peut pas prédire l'avenir, mais quelles sont les marges de manœuvre en fait de l'Union européenne sur ces questions-là pour l'avenir? Oui, là aussi, c'est une complication supplémentaire. Alors, effectivement, il y a ce fameux bilan des 100 jours. Je dirais que il y a une semaine à la rigueur, ou 15 jours, 3 semaines, le bilan des 100 jours. Alors, c'est amusant d'ailleurs qu'on parle du bilan des 100 jours, c'est ce que l'on fait généralement pour nos propres gouvernements. C'est les fameux 3 mois, au bout de 100 jours, qu'est-ce qui se passe, un peu plus. Bon, comme ça. Donc il y a une sorte de mimétisme institutionnel que l'on peut relever au passage. Bon, néanmoins, la Commission a largement communiqué sur ces 100 premiers jours. En fait, on peut dire deux choses. D'abord, il y a déjà un premier bilan quand même sur ces 100 jours, parce que évidemment, la Commission s'est attelée à la tâche. Et d'ailleurs, dans le document qui est publié par la Commission, il y a quand même des réalisations assez marquantes sur le terrain de ce qu'on appelle une industrie propre, avec là aussi la présentation d'un programme industriel qui vise à
renforcer la compétitivité des industries européennes tout en soutenant les technologies propres. Ça, c'est quand même un vrai cheval de bataille. Et puis d'ailleurs, en droit européen de la concurrence, les analyses économiques, notamment de concentration d'entreprises, désormais, il y a un critère qui est lié à la protection de l'environnement. Ce sont des éléments importants. Ça, c'est bien embarqué. L'intelligence artificielle. Bon, on a des grands règlements qui ont été adoptés dans le domaine de l'intelligence artificielle avec un investissement de plus de 1,5 milliard d'euros dans les infrastructures de pointe pour l'IA. Alors, il faut bien comprendre que cette stratégie, et ce 1,5 milliard d'euros, c'est trop peu. Mais bon, ce sont des choix qui relèvent des États d'ailleurs. C'est une stratégie de suivisme, parce que ce sont évidemment les États-Unis qui sont en tête. Nous, on est quand même extrêmement affaiblis là-dessus, mais bon, on essaie au moins d'exister. Tout ce qui concerne la cybersécurité, dont la sécurité le relève du niveau européen, l'agriculture et l'alimentation, il y a des actions qui ont été entreprises, notamment tout le processus de simplification de la PAC et la tentative, alors on verra les résultats d'ici quelques mois, de réduction de la charge bureaucratique qui pèse énormément sur les agriculteurs. La PAC, politique agricole pardonnez-moi, commune. Oui, la politique agricole commune, oui, bien sûr. La politique agricole commune. Et puis, ce qui est nouveau, c'est le dialogue avec la jeunesse. Mais ça fait des années que la Commission européenne essaie de dialoguer avec les gens. Ces stratégies de communication, je les trouve assez désastreuses, d'une manière générale. Normalement, c'est aux États de faire le travail. Bon, les États ne sont pas mieux. Donc là, la Commission développe toute une stratégie en direction de la jeunesse. Bah oui, les jeunes, c'est l'avenir. Si l'Europe a un avenir, ça passe aussi sans doute par la jeunesse. Bien. Donc on a un bilan, si vous voulez, 100 jours. Hein. Donc on a des initiatives, il y a de la réglementation. Les actions sont engagées. Mais ce que vous disiez est tout à fait exact. Là, il y a quand même un choc. Alors, la question militaire, on l'a vu, ça perturbe grandement l'Union européenne, mais je crois que les Européens, on doit faire un constat d'échec, ou un aveu de faiblesse, c'est-à-dire que notre fameuse politique européenne de défense, ce vœu d'une armée européenne, sans doute faut-il une telle armée, sans doute faut-il une telle politique européenne de défense, mais on est 27. Alors, en plus, la France a l'arme nucléaire, elle s'est rapprochée du Royaume-Uni pour assurer une protection nucléaire sur le terrain, sur le papier, plus élargie, pas simplement limitée à la France. Bon, très bien, on va mettre en commun notre armement nucléaire. Bon, mais imaginez une politique de défense structurée, avec un commandement intégré, et puis de l'armement proprement parlé. Il y a quelques jours est intervenu un général français, il dit qu'il faut entre 5 et 10 ans pour mettre à peu près à niveau notre armement militaire et envisager des ordres et des chaînes de commandement intégrées, et on mettra des semaines et des semaines et des semaines pour mobiliser 30 ou 40 000 personnes, enfin militaires en l'occurrence, là où les Américains en 15 jours peuvent mobiliser 10 000 personnes, si vous voulez. On n'est pas sur le même registre. Et puis bien entendu, et on peut terminer avec cela, les droits de douane, c'est une complication. Alors, il ne faut pas se tromper, la Commission est à l'initiative, c'est elle qui va prendre les mesures, ce sont les services de la Commission, mais en concertation extrêmement étroite avec le niveau le plus élevé, c'est-à-dire le Conseil européen, les chefs d'État ou de gouvernement, qui n'ont pas tous nécessairement le même positionnement stratégique sur les produits américains qui doivent être taxés à proportion, ou plutôt le numérique. Eh bien, on fera le bilan des 100 jours peut-être dans 100 jours. Merci beaucoup Pierre-Yves Monjal. C'était l'Europe en 43 minutes, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Europe Direct. À bientôt.